Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles internautes, très ravi de vous savoir une fois de plus fidèle à votre canal d'information Télar TV et bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Je suis Christian Perrin, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Maître Amédée Nganga, avocat au barreau de Paris. Au menu de notre entretien, deux plaintes contre Denis Sassou Nguesso et ses complices pour haute trahison, crime de masse et crimes contre l'humanité, sachant que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Bonjour, maître Amédée Nganga. Bonjour, monsieur Christian Perrin. Bien, merci, maître, d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur notre plateau. Eh bien, comme je le disais d'entrée de jeu, vous avez déposé deux plaintes contre Denis Sassou Nguesso. La toute première pour haute trahison, la seconde pour crime de masse et crime contre l'humanité. Peut-on revenir sur les circonstances et pourquoi avoir visé Denis Sassou Nguesso et ses complices? Monsieur Christian Perrin, très bonne question, mais permettez-moi de vous dire que c'est aussi un plaisir de répondre toujours à vos questions et d'être interviewé par vous avec l'expérience professionnelle que vous avez. En tout cas, rassurez-vous que c'est avec plaisir que je viendrai toujours devant votre micro. Alors, vous me parlez de deux plaintes qui ont été déposées contre monsieur Sassou Nguesso. Permettez-moi de rappeler qu'il s'agit des plaintes qui ont été déposées à la suite de deux événements majeurs qui ne sont pas passés inaperçus, mais qui, dans des circonstances, j'allais dire, antérieures, on aurait pu ne pas y voir quelque chose. Et ces circonstances, c'est ça, c'est quoi? C'est ça, les événements, les explosions de Mpila, premier événement. Deuxième événement, l'attaque au domicile du colonel Tsuru Massé. Alors, si vous voulez que je revienne sur cet événement majeur, puisque finalement, les deux plaintes ne sont que si vous voulez, la finition d'un processus qui a pu se réaliser à travers, si vous voulez, la violation d'un certain nombre des procédures qui ont été dirigées aussi bien contre le colonel Tsuru que contre d'autres personnes, mais surtout avec cette circonstance que le même mécanisme, le même mode opératoire qu'a toujours utilisé le criminel Sassou Nguesso, on le retrouve à ce moment-là, mais un moment, j'allais dire quand même assez pathétique. Et pourquoi? Mais parce qu'il y a eu, avec les explosions de Mpila, des milliers de morts, mais surtout des dégâts matériels. On aurait pu penser que cet événement qui a endeuillé l'ensemble du pays, et particulièrement les quartiers nord de Brazzaville, on aurait pu penser que M. Sassou s'était assagi au point de devenir véritablement un être humain au lieu de rester, j'allais dire, l'animal qu'il a toujours été. Pourquoi je le dis? Mais parce qu'au moment où ces événements se passent, et permettez-moi de le dire, il s'agit donc des explosions de Mpila, le monde entier était alerté. Le monde entier était alerté. Et on ne saurait, j'allais dire, manquer de le signaler, c'est qu'il y a eu beaucoup de familles endeuillées. En tout cas, dans cette partie nord, des quartiers nord de Brazzaville, j'allais dire simplement le Congo entier. Pardon, Monsieur maître, pendant que nous sommes sur ces événements-là, parce que on va quand même remettre nos téléspectateurs, bien sûr, dans le bain. Question pour ceux qui vont découvrir évidemment ces événements et qui entendent parler pour une première fois de ces événements. Je préfère vous suggérer un extrait de l'interview accordée par Denis Sassou Nguesso au sujet, bien entendu, de ces événements, c'est-à-dire de ces explosions mortelles de Mpila, avant de poursuivre notre émission. Suivez. Sakufa mona. Wendela nzame na zendela bakoko na ngai. Na kotsala bani.
Il faut dire qu'il s'agit d'une situation grave et naturellement une enquête sera ouverte, mais pour l'heure, nous devons dire que depuis un peu plus de 2 ans, nous avons pris la décision de sortir des casernes du centre de la ville. Tous les dégâts humains, matériels seront naturellement évalués et le gouvernement prendra en temps opportun les décisions, les justes décisions qui s'imposent. En tous les cas, le gouvernement se placera toujours aux côtés des populations sinistrées pour les soutenir. J'attire simplement l'attention de quelques déviants qui sont en quête de situations de ce genre pour se livrer à des actions négatives. Je dis que c'est avec la plus grande fermeté et que les services de sécurité traiteront des éventuels cas de ce genre. Mais pour le reste, la situation est sous contrôle. Il s'agit d'un accident qui s'est produit dans un camp avec l'explosion d'un dépôt de munitions. Il s'agit de cela. Et c'est un problème important, grave. Et je pense que nous allons y faire face avec le soutien de tous nos amis de par le monde. Je sais que nous bénéficierons aussi de ce soutien-là. Alors, maître, vous venez de suivre avec moi cet extrait, mais Denis Sassou Nguesso dit que c'est un accident. Il insiste d'ailleurs qu'il s'agit de cela. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à la suite, qu'on puisse encore porter plainte contre Denis Sassou Nguesso pour un événement qui n'est qu'un accident, à en croire, bien entendu, Denis Sassou Nguesso. Merci beaucoup, M. Perrin, et vous faites bien d'analyser. Il vient dire, alors que nous sommes, j'allais dire, en plein événement, le président de la République qu'il est vient indiquer et dit au peuple congolais qu'il s'agit d'un accident. Donc, de ce point de vue, il était impossible de croire, déjà, puisque c'est quand même un homme qui est bien informé, s'il dit que c'est un accident, c'est qu'il est déjà informé de ce qu'il s'agissait d'un accident. Or, si vous suivez les propos en question, alors je ne sais pas, vous verrez qu'à un moment donné, il parle déjà des oiseaux de mauvaise augure, qu'il y aurait eu des gens peut-être qui pourraient profiter de cette situation pour ceci ou pour cela. Si vous suivez bien cette intervention, vous verrez qu'il commence déjà, en même temps qu'il dit qu'il s'agit d'un accident, mais en même temps, il vise déjà d'autres hypothèses que seul lui d'ailleurs le sait. Et vous verrez que donc un président de la République qui vient vous dire que c'est un accident, qui a commencé d'ailleurs à la suite de ces événements, qui a commencé à dédommager, ou j'allais dire d'entretenir certaines personnes qui s'étaient retrouvées, j'allais dire, en situation d'avoir tout perdu. Et donc, il les a apporté de l'aide nécessaire, de l'aide que j'appellerais de l'aide d'urgence. De l'aide d'urgence, donc, sera donnée à un certain nombre des gens qui ont bénéficié de cette aide-là. Et, curieusement,
vous voyez qu'au point de vue de la justice, le président a dit que c'était un accident, donc il s'agirait purement et simplement d'une responsabilité de l'État. La question ne se poserait plus. Il s'agissait simplement de vérifier quelles sont véritablement les personnes qui étaient touchées par ces événements-là, afin d'assurer éventuellement la réparation des dommages causés. Or, ça ne sera pas le cas. Qu'est-ce qui va se passer? Un mois après, M. Sassou met en place une commission d'enquête gérée par le Conseil national de sécurité dont il est le président. Et ce Conseil national de sécurité, cela ne vous a pas échappé, le colonel Sourou en était le deuxième secrétaire général. Le vice-secrétaire général, donc après Jean-Dominique Okemba. Jean-Dominique Okemba. Et donc, il est même initié par le colonel Sourou pour dire quelles sont les personnes éventuellement qui pouvaient faire partie de cette commission. Et notamment, il avait visé ceux qui étaient des spécialistes dans toutes les munitions, hein, des bombes et consorts. Et donc, il avait visé certaines personnes. Or, mais pendant que nous y sommes, est-ce que cette démarche est juridique? Non, juridiquement, il n'y a encore rien. Mais lui, M. Sassou, en tant que président de la République, peut mettre en place une commission administrative pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il doit être informé, soit ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème à ce niveau-là. Mais ce qui va poser problème, c'est de faire de cette commission une commission d'enquête, non pas pour l'accident, mais pour commencer à traquer des personnes que lui avait déjà visées comme étant les auteurs des explosions. Donc, vous voyez la nuance. Dans un premier temps, il dit que c'était un accident. Donc, il pouvait mettre en place une commission pour voir comment est-ce que c'est réalisé, s'est passé cet accident, afin d'éviter, dans les jours à venir, ces mêmes accidents. Non, il met maintenant en place une commission d'enquête pour commencer à rechercher quels étaient les auteurs des explosions de Mpila. Ce qui veut dire que ce n'est plus un accident, mais c'est devenu un acte attentatoire à la sûreté de l'État volontairement commis par des personnes que lui va désigner. Et donc, du coup, de ce point de vue, ce n'est plus une commission d'enquête au sens administratif, tel qu'il aurait voulu lui, mais ça devient une commission d'enquête extrajudiciaire, puisque la justice, malheureusement pour notre justice, lorsque ces événements se passent, alors qu'il y a mort d'homme, le parquet de la République n'avait pas ouvert une information contre X. Donc voilà la nuance. En réalité, quand ces événements sont passés, le parquet devait immédiatement ouvrir une information contre X et éventuellement déléguer des OPJ pour pouvoir aller d'abord encercler et donc barricader la scène, j'allais dire, la scène du crime, ou en tout cas la scène de l'accident. Et en ce moment-là, eux, éventuellement, auraient fait des constatations qui auraient pu aboutir à l'idée qu'effectivement, il s'agissait d'un accident. Mais un accident qui aurait conduit la responsabilité de l'État. Donc, le parquet de la République pouvait ouvrir une information pour demander la réparation de ceux qui ont subi ces dommages-là, mais en responsabilisant l'État. Évidemment, en parlant de la responsabilité de l'État, il faut rappeler que finalement, le gouvernement congolais avait débloqué près de 100 milliards de francs CFA 2 ans avant cet événement pour évidemment délocaliser ces dépôts d'armes de Mpila pour les amener hors de la ville. L'argent avait été décaissé, mais l'argent, on ne sait pas par où est passé cet argent. Et c'est toujours dans le cadre de la responsabilité de l'État. Mais alors, d'où vient quand on arrive finalement à une plainte contre Denis Sassou Nguesso? Oui, la plainte contre Denis Sassou Nguesso va se révéler justifiée par le fait que M. Denis Sassou Nguesso a fait obstruction à la justice pour qu'on sache véritablement qu'est-ce qui s'était passé. Lui, il avait prétendu que c'était un accident, c'est son droit de le dire, mais il ne pouvait pas empêcher qu'il y ait des enquêtes en bonne et due forme pour savoir véritablement quelles étaient les origines, si c'était un accident ou c'était un acte volontaire. D'accord? Et M. Sassou, au lieu de laisser la justice
faire ses enquêtes conformément aux lois de la République, lui a transformé sa commission d'enquête du Conseil national de sécurité en véritable enquête de recherche des auteurs des actes, des auteurs plutôt, qui auraient commis ces actes, ces attentats contre les dépôts de Mpila. Et donc, de ce point de vue, ça devient judiciaire. Or, comme je venais de vous le dire, le parquet de la République n'avait jamais ouvert une quelconque information judiciaire. D'accord? Aucun OPJ n'était arrivé sur les lieux des explosions. Aucun parquetier n'était descendu sur les lieux des explosions. Aucun doyen des juges n'était descendu sur les lieux des explosions. Et donc, il n'y avait aucun acte de constatation accompli ni par les OPJ, ni par le parquet de la République. Non plus des commissions rogatoires n'ont pas été adressées aux OPJ pour continuer, pour rechercher qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on arrive à ce que ça soit maintenant, c'est la commission montée par M. Sassou qui commence maintenant à rechercher les auteurs. Alors que, je le répète, le parquet, donc la justice, le tribunal, n'a ouvert aucune information sur ces événements-là. Ce qui est d'ailleurs déjà curieux. Parce que ce n'est pas possible qu'il y ait des événements comme ça et que le parquet n'ait pas ouvert une information judiciaire. Donc là, le parquet n'a pas ouvert d'information judiciaire. Mais c'est la commission du Conseil national de sécurité qui commence à arrêter ceux qu'il prétend, lui, comme étant les auteurs des explosions. Et parmi tant d'autres, vous l'aurez compris, on a recherché le colonel Nsourou, qui lui-même faisait partie de la Commission nationale de sécurité. Donc, vous voyez, on peut parler là de l'entrave à la justice. Hein. Mais bien sûr, parce que c'est pas la mission du Conseil national de sécurité et ce n'était pas la mission de la commission d'enquête. Mais en réalité, les uns et les autres ont toujours ignoré ça. Sassou a toujours mis, lorsqu'il commet des crimes graves, il met toujours en place des commissions d'enquête, d'exit, comme on dit. Eh bien, la mort, l'assassinat de Marien Gouabi, quand il tue Marien Gouabi, il met en place une commission d'enquête. Nous reviendrons là-dessus si vous le voulez bien. Mais là, donc, il y a autant de morts, mais il a en tête un ennemi qu'il veut à tout prix éliminer en la personne du colonel Marcel Nsourou, qui en savait trop sur ce qu'il a eu à commettre comme crime, et notamment l'affaire du beach. Donc voilà comment on va tenter maintenant de faire passer le colonel Nsourou pour celui qui était l'auteur des explosions de Mpila. On va revenir un peu, une petite parenthèse qu'on va ouvrir sur l'affaire du beach pour ceux qui nous suivent, parce que tous nos téléspectateurs, en fait, ne sont pas aussi informés de cette affaire du beach. À quoi vous faites allusion exactement? L'affaire du beach, c'est la disparition de 350 Congolais qui avaient fui la guerre et qui sont retrouvés à Kinshasa. Et à la suite d'un communiqué fait par M. Sassou, président de la République, il dit que ceux qui ont fui peuvent rentrer, le pays est pacifié, ils peuvent rentrer chez eux sans problème. D'accord? Et lorsqu'ils traversent, il y a 2 ou 3 bateaux qui traversent, eh bien, tous les jeunes qui sont retrouvés dans ces bateaux ont disparu sur l'ordre formel de Sassou afin que ceux-ci soient liquidés au motif vulgaire et j'allais dire même ignominieux qu'ils seraient des ninjas alors que nous n'étions plus en période de guerre. Mais et que c'était à la demande, comme vous l'avez dit, de Denis Sassou Nguesso lui-même. Oui, c'est Sassou Nguesso qui a donné l'ordre de faire disparaître ces gens-là. Et le colonel Nsourou est au courant. Un crime contre l'humanité prémédité alors. Exactement. Alors revenons donc sur l'affaire Marcel Nsourou. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe après? Marcel Nsourou est interpellé, c'est bien cela? Mais ce qui va se passer, c'est que Marcel Nsourou faisait partie du Conseil national de sécurité. C'est lui qui a initié cette commission d'enquête qui devait durer 8 jours simplement pour donner les informations précises sur l'accident. Il n'était pas question d'interpeller qui que ce soit. Mais M. Sassou, Dominique Okemba, qui savait quel était leur but, ont transformé cette commission en une commission entre guillemets judiciaire, mais en réalité extrajudiciaire. Et à un moment donné, ils ont tellement interpellé les gens, ils ont demandé aux gens qui ont été interpellés, qui donc eux, qui travaillaient
comment on appelle, dans ces casernes de Pila, on les a tous travaillés, manipulés pour qu'ils prononcent à tout prix le nom du colonel Sou. Mais ceux-ci n'ont jamais pu prononcer le nom du colonel Sou, au seul motif que d'abord, un, ils ne le connaissaient pas, deux, il n'a jamais travaillé là. Or, les casernes de Pila, M. Perrin, sont sous la direction de M. Sassou Nguesso. Ne travaillent là-bas que les gens qui sont de son ethnie ou qui ont des liens familiaux avec lui. Donc, vous voyez, hein, je dis bien, non travailler dans ces casernes-là, que des gens qui ont des liens familiaux avec lui ou qui sont de la même tribu que lui. Mais le colonel Sourou n'a jamais travaillé là-bas. C'est une révélation pour les Congolais qu'ils découvrent aujourd'hui. Hein. Ah ben oui, il faut qu'ils le sachent. Et voilà que le général Obara, je ne sais pas si à l'époque il était colonel, le colonel Obara ou général... Vous parlez de Philippe Obara, c'est cela? Philippe Obara. Et c'est lui qu'on va mettre président de cette commission. Pour quel motif? On ne sait pas. Mais en tout cas, on le met président de cette commission sous la direction de M. Sassou. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Et suivez bien. On va commencer par interpeller un des chauffeurs du colonel Nsou pour le faire dire que le colonel Nsourou, au village là-bas, il est en train d'entraîner des miliciens. Donc, vous voyez comment ils font le montage. Et ça correspond, si vous suivez encore ce que disait Sassou, ça correspond à ce qu'il disait. Ah, il y a des gens mal intentionnés qui vont certainement profiter. Et donc, il commence à construire le filet par lequel il va arrêter le colonel Nsou. Et donc, on prend son chauffeur, on l'interroge. Celui-ci, malheureusement, ne sait absolument de quoi il s'agit. Et le colonel Nsou, demandant un de ses chauffeurs, on lui dit, mais non, il a été interpellé à la commission. Ils appelaient ça la commission. Et le colonel Nsou lui demandait, mais interpellé là-bas, pourquoi? Ah, on ne sait pas. Le colonel Nsou prend son téléphone, appelle Obara. Il dit, mais j'ai appris qu'il y a mon chauffeur. Ah oui, mon colonel, mais c'était juste pour une simple information. Mais vous pouvez venir. Le colonel Nsou se rend à la DGC où était cette commission. Et il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'était une simple information et tout et tout. Bon, là, pour l'instant, on le garde. Donc, demain, vous pouvez venir signer son procès verbal pour que vous puissiez partir avec lui. Donc, le colonel Nsou, rassuré, il repart. D'accord? Le lendemain matin, Sassou Nguesso, Jean-Dominique Okemba, Obara, ils ont préparé déjà le moyen de l'interpeller par un guet-apens. Et rappelez-vous que Marien Ngouabi avait été tué par un guet-apens. Et donc, quand vous voyez la même chose, ça voudrait dire... Pardon, maître, vous avez dit Marien Ngouabi avait été tué toujours par un guet-apens. Vous pouvez, en quelques mots, nous en parler? Rappelez-vous, M. Perrin, on nous avait dit que lorsque Sassou a dit à Marien Ngouabi que Motondo avait reçu une balle comment ils appellent ça, au truc d'entraînement là, et qu'on l'avait amené dans un hôtel, rappelez-vous, et qu'on l'a amené dans un hôtel. Sassou Nguesso savait que il se déplacerait pour aller voir son petit parce qu'il était prévu pour remplacer Onga ou en tout cas pour être le chef de la garde présidentielle. Et donc, Marien Ngouabi s'est déplacé pour aller dans cet hôtel. Et tout s'est passé là-bas. C'était donc un guet-apens. Et donc, le colonel Nsou se retrouve dans la même situation. Le lendemain, il va à cette commission, il est désarmé. Et vous savez qu'est-ce qu'on lui dit? Non, vous êtes l'auteur des explosions de Pile. Donc, vous voyez bien que la justice n'a ouvert aucune information. Et Obara, soi-disant président de la commission, n'informe pas la justice des enquêtes qu'ils sont en train de mener. D'accord? Et le colonel Nsou est pris immédiatement. Et dans toute la ville, on a arrêté le colonel Nsou, c'est lui qui aurait été à l'origine des explosions. Or, le colonel Nsou n'a jamais travaillé là-bas, n'a jamais mis pied là-bas. Comment voulez-vous qu'il soit l'auteur de ces explosions-là? Et puis, quelle est cette façon d'arrêter? On ne le convoque pas. Pourquoi on ne l'a pas convoqué? Donc, si on a fait un guet-apens, c'est parce qu'on sait pertinemment qu'il n'est pas l'auteur de ces actes. Et pourquoi diantre cette commission d'enquête du Conseil national de sécurité est menée par Sassou? Si Sassou a le statut de président de la République, a-t-il le droit de mener les enquêtes? Or, pour faire court, mon cher Perrin, la mort de Marien, l'assassinat de Marien Ngouabi,
Sassou met en place une commission d'enquête et tous ceux qui faisaient l'enquête allaient rendre compte à M. Sassou. Mais entre-temps, le parquet, les tribunaux n'ont jamais ouvert l'enquête sur la mort de Marien Ngouabi. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, M. Ferrand. Donc, vous voyez le lien? Parce que même pour les explosions de Mpila, il n'y a jamais eu d'ouverture d'enquête. Donc, si j'ai bien compris, maître, ça veut dire que jusqu'à ce jour, le tribunal, sinon la justice congolaise, n'a jamais su si Marien Ngouabi a été tué. C'est ce que j'ai semblé comprendre. Il n'y a jamais eu d'enquête. La seule personne qui sait que Marien Ngouabi est mort, c'est Sassou. Parce qu'on n'a jamais fait une seule enquête, et j'irai encore plus loin. Posez la question, si vous avez l'occasion, posez la question à Mme Céline Ngouabi, avait-elle déjà déposé plainte ou s'était-elle constituée partie civile pour un procès sur la mort de Marien Ngouabi? Posez ces questions-là, M. Ferrand, et vous comprendrez que ce que je vous dis, c'est la stricte vérité. L'enquête sur la mort de Marien Ngouabi n'a jamais... À contrario, si Mme Céline Ngouabi n'a jamais déposé plainte, ni l'État congolais n'a jamais non plus porté plainte pour savoir si le président de la République a été tué. Mais puisqu'il n'y a jamais eu d'enquête, comment voulez-vous savoir que Marien Ngouabi a été tué? Alors, vous parlez donc de Marcel Ntshourou, ça devient un peu intéressant. Marcel Ntshourou est interpellé, vous l'avez dit, mais on sait bien qu'il avait été acquitté, je crois, lors d'un procès. Comment ça s'est passé donc? Non, c'est-à-dire que ce procès, le procès en fait était où il va être condamné avec sursis, c'est le procès sur les explosions de Mpila. Et c'est là où je fais la démonstration que la procédure était irrecevable devant les juridictions congolaises parce que menée par M. Sassou. Or, Sassou a toujours mis en place des commissions d'enquête pour diluer sa propre responsabilité. J'allais dire, c'est son coffre-fort des crimes qu'il commet. Et lorsque, vous vous rappellerez, lorsque j'ai sorti le néologisme l'embauchisation ou l'embauchini, lorsque je dis que l'embauchini, c'est l'art d'user du mensonge au service du crime et des commissions d'enquête pour diluer sa responsabilité afin d'accuser des innocents. Vous verrez cela avec l'affaire Marien Ngouabi. Qui était le président de la commission d'enquête? Monsieur Sassou. Monsieur Sassou était qui pour qu'il mette en place une commission d'enquête alors qu'il y a le parquet de la République qui devait ouvrir les informations avec les OPJ qui devaient éventuellement vérifier comment est-ce que Marien Ngouabi avait été assassiné soit à l'arme blanche ou à arme à feu. Quelle était la scène du crime? Or, aujourd'hui, la seule personne qui connaît, excusez-moi, M. Ferrand, la scène du crime, il n'y a que Sassou. Il n'y a que Sassou qui connaît la scène du crime de l'assassinat de Marien Ngouabi. C'est pour ça qu'il a mis en place la commission d'enquête. Mais posez la question aux juristes de tous bords, ceux qui supportent ce criminel Sassou, est-ce qu'il a le droit de mettre en place une commission d'enquête, lui, Sassou? Et donc, vous verrez que dans l'affaire des attentats de l'aéroport et du cinéma, le cinéma star. Le cinéma star. Monsieur Sassou avait encore mis en place une commission d'enquête pour atteindre qui? Savez-vous, monsieur Ferrand? Pour atteindre Tchister Tchikaya et le colonel Nzalakana. Les explosions de Mpila, savez-vous, c'est pour atteindre qui? Le colonel Marcel Ntshourou. Alors que, monsieur Ferrand, lors de ces événements, il y a eu une multitude de colonels qui ont été arrêtés. Seul le colonel Ntshourou a été assassiné. Pourquoi? Alors, si j'ai bien compris, toutes ces enquêtes sont diligentées par Denis Sassou Nguesso. C'est un stratagème pour lui, pour essayer d'étouffer un peu la vérité, c'est cela, pour empêcher que... C'est ce que je dis, monsieur Ferrand. C'est son coffre-fort des crimes. Et aujourd'hui, ce coffre-fort, j'ai été celui qui a eu la clé pour ouvrir ce coffre-fort. Voyez-vous? Parce que personne n'a jamais su jusque-là que M. Sassou mettait en place des commissions d'enquête extrajudiciaires sans que la justice n'ait été saisie, M. Ferrand. La mort de Marien Ngouabi à ce jour, allez-y demander. Avait-il ouvert, comment on appelle ça, l'enquête judiciaire? Demandez à Okoko si jamais vous avez la possibilité d'interroger M. Okoko, qui était commissaire du gouvernement dans le procès soi-disant Marien Ngouabi. D'accord? Posez-lui la question
d'où venait la procédure par laquelle lui avait requis la peine de mort. Il vous dira que le dossier était donné par un certain colonel ou un certain commandant, je ne sais pas à l'époque, Sassou Nguesso. Maître, est-ce qu'on peut penser que ça s'est passé de la même manière avec l'assassinat du président Massamba Deba, du cardinal Émile Biaïnda, et tous ces assassinats qui ont suivi n'ont jamais eu d'informations judiciaires, c'est cela? Mais Monsieur Perrin, vous savez bien que le cardinal était tué par Monsieur Sassou. Y a-t-il eu ouverture d'une information? Kimwa Lankaya, y a-t-il eu ouverture d'une information? Massamba Deba a disparu. Le dernier à l'avoir vu, c'était M. Sassou Nguesso. Maintenant, celui qui l'avait convoqué, c'était qui? C'était M. Sassou Nguesso. Posez la question. En vertu de quoi? En vertu de quel texte? M. Sassou Nguesso s'était donné le droit de convoquer un ancien président devant lui. Parce que lui, il était qui? Sassou était qui? Peut-être en sa qualité de ministre de la Défense, non? Mais attends, le statut de ministre de la Défense vous donne quel droit? Mais vous n'êtes qu'un serviteur de l'État. Ça ne vous donne aucun droit. Vous n'êtes qu'au service de l'État. OK? Le ministère de la Défense n'est pas la propriété de M. Sassou. Pour qu'il s'arrange des droits qu'il ne disposait pas. En vertu de quoi lui il convoque? Et si lui il convoque le président de la République pour l'entendre, et que le président de la République lui dise quoi? Il voulait qu'il lui dise quoi? Alors que l'assassin c'est lui. Maintenant, si lui, il interpelle l'ancien président, lui à son tour, qui va l'interpeller? Alors, maître, venons-en donc à vos deux plaintes. Denis Sassou Nguesso pour, d'abord vous dites, la première plainte c'est pour haute trahison. Et la seconde, c'est pour, en fait, crime de masse et crime contre l'humanité. Alors, dites-nous un peu la teneur de ces plaintes. Monsieur Perrin, lorsque j'arrive à la fin de cette procédure où je défends le colonel Sourou, il reste que... À quelle occasion exactement? Parce qu'il y a eu finalement deux procès. Oui, il y a deux plaintes, parce qu'il y a eu deux procès. Donc, le premier procès, c'est celui qui a conduit l'interpellation du colonel Nsourou dans l'affaire des explosions où il était innocent. Et la procédure était menée par qui? Par M. Sassou qui avait mis en place la commission d'enquête, qui avait donc désigné le coupable. Et pour Sassou, le coupable, c'était le colonel Nsourou. La responsabilité incombe au ministre de la Défense, au chef d'état-major général, à l'inspecteur général, au contrôleur général, au chef de la sécurité militaire qui avaient chacun une responsabilité à assumer. Mais ils n'ont ni été poursuivis, ni limogés. Tout a été fait pour montrer que c'était un complot venu de l'extérieur pour qu'on ait bonne conscience. Et en ce moment-là, on s'écarte de la formule accidentelle, on cherche une formule criminelle et c'est Nsourou qui doit emporter le chapeau. Toute cette histoire est un complot monté contre ma personne. Mon complot, est-ce pour se débarrasser de vous ou bien pour valider la thèse de des poursuites égyptiennes à militaires qui auraient été coupables de laxisme à Mpila? Mais les deux combinés, je vais vous dire, nous sommes dans une situation où il y a des hommes qui commandent. On sait que des entreprises civiles aillent stocker des matériels dangereux dans cet établissement. Lorsqu'ils voient le nombre de morts, lorsqu'ils voient le nombre de dégâts, ils se sentent coupables. En ce moment-là, ils veulent se débarrasser de l'affaire. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça soit de leur responsabilité, il faut que ça soit un complot venu de l'extérieur. Donc, en ce moment-là, il faut trouver des boucs émissaires pour pouvoir mettre ça sur eux et puis on aura réglé tout le problème. Colonel Nsourou, longtemps vous avez été très proche de la présidence et en 99, au moment de la disparition de plus de 350 opposants au beach de Brazzaville, vous étiez directeur des renseignements militaires. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui sur cette affaire? Bon, je vous dis tout simplement, qu'en ce qui me concerne moi, je n'ai rien à voir avec ces disparitions. Mais je vous dis que l'opération a été totalement mal organisée. Ceux qui débarquaient n'étaient pas en sécurité. Il y a eu certainement des ordres ou des dispositions qui ont été prises en ce qui concerne. J'ai informé qui de droit de ceux qui avait des comportements anormaux et c'était à lui de prendre des dispositions. Moi, je suis prêt à tout moment à témoigner de cette affaire parce que c'est une affaire
qui a créé beaucoup de mal aux Congolais et qui n'a pas fini d'être jugé. Donc quand vous dites comportements anormaux, ça veut dire exécution sommaire? Mais il y a eu des exécutions sommaires, oui, puisque la cour de Brazzaville l'a reconnu. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des exécutions. Il y a eu des exécutions sommaires. Je voyais seulement, j'entendais que des gens étaient pris, amenés à certains endroits. Je n'étais même pas le seul officier à le dire. Nous étions un certain nombre à le dire et à qui de droit qu'il y avait des comportements de nature à nous placer dans des situations de crimes contre l'humanité. Et si demain un juge français vous demande de témoigner, est-ce que vous êtes prêt à répondre oui? Mais écoutez, moi j'étais soldat à l'époque. Ce que je sais, je dirais. Y compris devant la justice française, qui, comme vous le savez, poursuit l'instruction? Même devant la justice française, moi je n'ai pas à me cacher de cela. J'ai été au renseignement militaire. Si on me demande ce qui s'est passé, je n'ai pas commis un crime, je dirais ce que j'ai constaté. Les choses, l'habillement encore de pivot. Nous là on commence à démarrer mon capitaine avec le commandant Olexabézu Anaté. Ok, bien reçu. Merci mon capitaine. Et donc la justice, qui malheureusement a reçu les gens qui étaient arrêtés par cette commission d'enquête, le parquet de la République, au lieu de déclarer irrecevable la procédure menée par le président de la République en tant que président de la commission, ils ont reçu cette procédure et ils ont arrêté les gens parmi tant d'autres, le colonel Nsou, qui n'avaient rien à voir là. Et lorsque j'interviens dans ce dossier, je fais toute la démonstration que, ce dossier était irrecevable et que le président de la République n'avait pas à faire des procédures et que finalement, en dernière instance, M. Perrin, si M. Sassou met en place une commission d'enquête et qu'il désigne les auteurs, ça veut dire qu'il a fait obstruction à la justice. Mais cette même justice elle-même n'avait jamais ouvert une information. Et donc, de ce point de vue, il fallait que je dépose plainte contre M. Sassou Nguesso pour avoir mis en place une commission d'enquête et donc d'avoir voulu empêcher la manifestation de la vérité autour d'une procédure faite dans les règles de l'art. Donc, c'est ce que vous appelez, c'est de cette plainte, c'est ce que vous appelez par haute trahison, c'est cela? Oui, exactement, parce que un président de la République, M. Perrin, un président de la République qui fait des procédures pour arrêter des concitoyens, le principe même de la séparation de pouvoir devait l'amener à ne jamais faire ça. Si tant soit peu, il connaît véritablement son rôle. Et je comprends qu'il ne puisse pas, en ce moment-là, comprendre ce que l'on appelle le principe de la séparation de pouvoir. Et donc, pour avoir mis en place cette commission, lui, son problème à lui, M. Perrin, c'est qu'on ne sache jamais que c'est lui qui tue. Voilà pourquoi il ne veut jamais qu'il y ait la manifestation de la vérité sur tous les crimes qu'il a eu à commettre. Commission d'enquête sur la mort de Maria Wali, commission d'enquête sur les attentats de l'aéroport et du cinéma Star. Oui, commission d'enquête encore avec les explosions de Pilat. D'après vous, monsieur Perrin, ça cache quoi? C'est qu'il cache ses propres crimes. Et comme j'ai dit, les commissions d'enquête sont pour lui un véritable coffre-fort de ses crimes. Et je dirais encore plus loin, et ça c'est une formule que vous retiendrez, monsieur Perrin, c'est que les crimes de Sassou sont sans procédure. Les crimes de Sassou sont sans procédure. D'accord? C'est-à-dire? Mais la procédure de Sassou est une procédure contre des criminels qui n'ont pas commis de crime. Donc, vous voyez comment il nous emballe, comment il tient tout le monde, notamment le monde judiciaire et le monde politique. Les crimes de Sassou sont sans procédure. Mais les procédures contre les criminels de Sassou sont sans crime. Donc, vous vous rendez compte? Vous jugez des criminels qui n'ont pas commis des crimes. Alors que lui, il commet des crimes, mais on ne fait pas de procédures contre lui. Voilà ce qu'est Sassou. Donc, si vous remarquez bien tout ce que je suis en train de vous dire, et c'est pour ça que finalement, j'étais obligé, puisque j'ai découvert cette machination, j'ai déposé plainte contre lui. Et cette plainte-là, quoi qu'il en soit, elle aboutira un jour, puisque si ça n'aboutit pas, ben effectivement, j'irai déposer devant la CPI, puisque ça, c'est incontestable aujourd'hui
que M. Sassou a commis ces crimes-là. Donc, la première plainte, M. Perrin, résulte de ce que les explosions de Mpila ont fait des milliers de morts. Mais posez la question, est-ce que ceux qui ont perdu leurs parents, ceux qui ont perdu les biens dans les quartiers nord, Maître, on nous avait plutôt parlé de 350 morts et non des milliers de morts. Mais non, il y a eu des milliers de morts, monsieur Perrin. J'étais à Brazzaville. Si le rayon qui a rasé, hein, c'est un rayon de plus... Mais attendez, mais il y a eu beaucoup de morts, ça. Il y a eu beaucoup de ravages. Mais il suffit simplement pour s'en rendre compte. Laissons que ceux qui ont perdu les parents, tous, déposent plainte. Et vous verrez qu'on ne sera pas à 300, on sera à plus que ça. Or, à ce jour, et là aussi, vous le voyez, comme pour Mariam Gwabi, personne n'a jamais déposé plainte. Céline Gwabi n'a pas déposé plainte. Les explosions de Mpila, personne n'a déposé plainte. Et pourquoi? Mais est-ce que la justice ne peut pas s'autosaisir? Non, la justice ne peut pas s'autosaisir. Le parquet, lui, doit se saisir automatiquement dès l'instant qu'il y a mort d'homme. Je parle bien dès l'instant qu'il y a mort d'homme. Mais là, ce n'était pas que mort d'homme. Il y a eu mort de plusieurs personnes, sans compter les dégâts matériels. D'accord? Et l'auteur de ces explosions, c'est Sassou. Ma question, c'est que je ne comprends pas. Les quartiers nord, lorsque Sassou a dit qu'on est venu m'attaquer, ils sont tous réveillés pour porter atteinte aux institutions de la République. Là, Sassou a fait exploser les casernes de Mpila, il y a eu plein de morts. Mais pourquoi les Cobras là ne deviennent pas aujourd'hui des véritables miliciens pour s'attaquer à Sassou qui les a tués? Pourquoi ils ne le font pas? Je répète, M. Père, les explosions de Mpila, c'est M. Sassou. Et je voudrais savoir si les Cobras qui se sont compris, qui ont pris les armes contre les institutions de la République. Vous parlez de 1997? Eh oui. Je voudrais savoir pourquoi ils n'ont pas pris les mêmes armes contre Sassou. Là, ils sont plus forts. Ils ne déposent même pas de plaintes. Mais ils partent quand même demander de l'argent, il faut qu'on les indemnise. Comment voulez-vous qu'on puisse indemniser des gens qui n'ont pas déposé plainte, qui ne justifient aucun préjudice? Est-ce que vous voyez? Maître, s'il vous plaît, Maître Amédée Ganga, pendant que nous y sommes, est-ce que cela veut dire qu'à ce jour, on peut toujours porter plainte sur cette affaire? L'affaire des explosions de Mpila? Oui. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais parce que ceux qui ont perdu les leurs, ceux qui ont perdu des vies, ceux qui ont perdu les biens matériels, dites-moi, comment ils vont faire pour se faire réparer du préjudice s'ils ne déposent pas plainte? Vous voyez, M. Perrin, je veux vous ramener encore à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous savez qu'en ne faisant pas comme ça, on a l'impression que les explosions de Mpila n'ont jamais eu lieu? Est-ce que vous le savez? Mais on le sait tout de même, il y a eu quand même un procès, finalement, contre le colonel Marcel Sourou. Le procès n'a été que le procès de Sassou contre le colonel Marcel Sourou. La preuve, vous avez vu qu'après, il a éliminé. Donc, ce n'est pas un procès sur les explosions de Mpila. C'est le procès de Sassou qui a peur que le témoin sur l'affaire du beach puisse parler un jour. Et vous verrez bien que toute la lignée, les Adouar, les Avoukou, ils sont passés. D'après vous, ils sont passés pourquoi? Finalement, on arrive à cet événement où on vient arrêter Manu Militari, le colonel Marcel Sourou. Voilà. Il y a eu un mort d'homme. Que s'est-il passé finalement entre le premier procès et le second? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi on est arrivé là? Très rapidement, permettez-moi. Lorsque je vous dis que l'affaire des explosions de Mpila, lorsqu'ils n'ont pas déposé plainte, on a l'impression qu'en fait, n'a jamais eu lieu, faites le rapport avec l'affaire Mariam Gwabi. C'est exactement la même chose. Mais revenons à votre question, monsieur Perrin. Le colonel Sourou, à la suite de cette affaire des explosions de Mpila, je pense que vous avez suivi mes interventions lorsque j'ai démontré que les magistrats trafiquaient les textes parce que j'avais dynamité tout le système judiciaire de Sassou. Et les magistrats, malheureusement, qui voulaient faire, qui étaient au service du criminel et qui sont toujours au service du criminel Sassou, ont voulu trafiquer les textes et ils n'ont pas pu. Et donc, le colonel Sourou, faute de mieux, le parquet général avait demandé la relaxe pure et simple du colonel Sourou. La cour l'avait condamné à 5 ans avec sursis,
ce qui avait justifié qu'il se retrouve immédiatement dehors. C'était le premier échec de M. Sassou Nguesso en face de Maître Ganga, parce que jusque-là, il n'avait jamais perdu dans ces commissions d'enquête. Et jamais on avait relaxé des gens que M. Sassou avait désignés comme étant des ennemis de son pouvoir. Et là, il venait de subir l'échec. Et M. Sassou ne savait pas quoi faire. Et à partir de ce moment, M. Perrin, à partir de ce moment, M. Perrin, M. Sassou est sorti de son enveloppe de criminel parce que jusque-là, il se cachait. Et moi, Maître Ganga, je l'ai sorti du bois. Et voilà comment il est parti attaquer. Un matin, il est parti attaquer le colonel Nessou. Et il a tué plus de 30 personnes. Est-ce que vous savez que cette attaque-là correspond aux mêmes attaques que lui-même avait prétendu avoir été l'objet en 1997? Je pose encore la question, M. Perrin. Mais puisque M. Nsourou à RFI avait dit, mais les militaires, l'armée de Sassou est en train de m'attaquer, pourquoi les Cobras qui avaient entendu que un des leurs qui avait combattu avec eux en faveur de Sassou venait d'être attaqué par Sassou, pourquoi ils ne se sont pas levés? Pour attaquer les institutions. Eh bien oui. Eh oui, M. Perrin. Pourquoi en ce moment-là ils ne se sont pas levés, ces Cobras-là? Mais ils ne se sont pas levés parce que le colonel Nsourou n'était qu'un téké. Il n'était qu'un téké. Et donc les autres, ils s'en foutaient éperdument. Donc vous voyez, si des tékés se sont mêlés à aller défendre un ignoble criminel qu'est Sassou, après avoir tué quelqu'un à Ouando, ils vont pour attaquer les institutions de la République parce qu'un minable criminel a dit qu'on va attaquer et ils sont partis vers lui. Les Okombi Salissa, les Nsourou, ils se sont mis du côté de ce criminel pour mettre en péril les institutions. Et voilà que ce personnage, ce minable personnage, qu'ils ont aidé, se retourne contre eux et les tékés sont tranquilles. Plus personne ne fait rien. Maître Bédégonga, vous dites qu'on est allé attaquer le colonel Marcel Nsourou sous ordre de Denis Sassou Nguesso. C'est bien cela? C'est lui qui a donné l'ordre? Eh oui, sur les ordres de Denis Sassou Nguesso. Et comme toujours, comme il était sûr que le colonel Nsourou devait mourir à son domicile avec les personnes dont ils avaient interdit la sortie, ce 14 dans la nuit pour le 15 ou le 15 pour le 16, donc il l'aurait présenté comme étant le colonel Nsourou. Vous voyez, il avait des miliciens, il voulait s'en prendre aux institutions. Manque de peau, le colonel Nsourou est sorti vivant de là. Et là, j'ai fait toute la démonstration. Et vous voyez là ce qui s'est passé, M. Perrin. Il n'a plus mis là, en place la commission d'enquête. Hein. Et là, cette fois-ci, vous savez ce qu'il a fait? Le bourreau organise un procès contre la victime. Donc, vous voyez toujours les renversements de situation. Le bourreau, c'est Sassou, mais celui qu'on juge, c'est le colonel Nsourou. Vous avez traité ce dossier, cela veut dire que vous êtes tombé quand même sur l'acte, sur l'ordre donné par Denis Sassou Nguesso pour aller attaquer Marcel Nsourou, c'est cela? Signé de Denis Sassou Nguesso. Exactement, M. Perrin, je veux vous rappeler, lorsque ce dossier arrive au tribunal, la première des choses que je demande, bien sûr, donnez-moi l'ordre qui a permis à ce que cette armée dirigée par Sassou puisse aller attaquer sur le colonel Nsourou. La Cour a cherché, a vu l'ordre en question. Ah, ils l'ont caché. Ils ont caché l'ordre. Et donc, on a suspendu l'audience pour le lendemain. Et vous savez, le lendemain, le parquet dit, ah, maître Ganga, les avocats, vous avez demandé l'ordre, mais on a reçu l'ordre en question. Il dit, ah bon, ben, présentez-nous l'ordre. Et vous savez ce qu'on dit sur l'ordre, M. Perrin? Et ça permet à certains de comprendre. Vous savez qui avait donné l'ordre à l'armée pour aller attaquer chez Nsourou? Vous savez qui c'est? C'est-à-dire celui qui a donné l'ordre à tous ces engins, hélicoptères, de combat, chars et autres. Exactement. Tout ce qu'on a vu. Oui, c'était qui a donné l'ordre? Bouiti. Le général Bouiti. C'est même pas Ndengue. Le général Bouiti. C'est un gendarme, un policier ou un... Le général Bouiti, c'est un policier. Un policier qui donne l'ordre à l'armée. Et oui, je ne sais pas où ça existe. Hein. Donc, le général Bouiti. Donc, vous voyez comment ils sont, comment est ce minable Sassou, qui n'assume jamais ses crimes. Donc, vous voyez, dans l'ordre qui est donné, ils disent que c'est Bouiti.
Et Bouiti fait ampliation à Ndengue. Donc Ndengue n'est même pas l'auteur de l'ordre. Il est seulement ampliataire. Donc vous voyez, ils éliminent tout ce qui est les gars du Nord pour ne pas qu'on dise que c'est eux qui sont à l'origine. Et donc, sur qui maintenant on met le truc? C'est sur Bouiti, le Vili. Vous voyez comment il fonctionne? Donc c'est pour leur faire assumer ce qu'eux, ils ne peuvent pas assumer. Et donc, est-ce que vraiment, entre nous, vous pouvez imaginer l'armée de Sassou, l'ordre est donné par Bouiti. Et vous savez que ce jour-là, au palais de justice, pour m'amuser, j'avais même dit, mais pourquoi Bouiti n'a pas donné l'ordre d'aller attaquer Sassou directement? Pourquoi on l'enlève? C'était mieux de donner cet ordre-là qu'on aille attaquer plutôt Sassou. Donc, vous voyez, mais malheureusement pour eux, M. Perrin, moi, je disposais déjà du Jeune Afrique dans lequel Sassou disait que c'est moi qui ai donné l'ordre. Et j'ai lu l'ordre en question. Et j'ai fait la démonstration. En sorte, il y a eu faux usage du faux, c'est cela. Exactement, il y a eu faux et usage de faux. Voilà. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que M. Sassou n'est qu'un minable lâche criminel. Vous avez dit la première plainte, c'est pour haute trahison, et vous l'avez expliqué. Et la seconde plainte, c'est pour crime de masse, et voilà, crime de masse et crime contre l'humanité. C'est à quelle occasion cela? Parce que, mais c'est de sang-froid qu'ils sont partis tuer des gens, et donc c'était planifié. Et comme j'avais dit, M. Perrin, vous savez, toutes les constitutions congolaises le disent, la vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée, M. Perrin. Mais vous vous rendez compte, ce jour-là, le 15, à 10 heures du matin, en plein centre-ville, M. Sassou donne l'ordre et il y a l'armée. Heureusement, M. Perrin, et vous reviendrez encore sur ça, l'armée en question n'était constituée que des Moji, qui sont partis tuer un Téké qui avait fait corps avec eux pour aller mettre en péril les institutions de la République. Ils n'ont même pas eu un temps de regard, ni de recul pour dire, mais tiens, mais celui-là est quand même des nôtres. Non, non. Ils sont partis tuer plein de gens. Et si vous regardez les images, je crois que vous aurez, je ne sais pas si vous aurez la capacité de regarder ces images. Maître, on va aller donc, on est pratiquement, on va aller vers la fin de notre émission. Alors, vous parlez également des complices, que vous avez, en fait, vous avez porté plainte contre les complices exactement. Lesquels sont ces complices? Monsieur Perrin, en fait, c'est tout le système qui a été mis à mal. Parce que vous verrez que du côté de la première plainte, dans l'affaire des explosions de Mpila, ce sont tous les magistrats pratiquement. Les magistrats, à commencer par Lenga Placide, feu Lenga Placide aujourd'hui. Président de la Cour, l'ancien président de la Cour. L'ancien premier président de la Cour. Et M. Bouka, l'actuel premier président de la Cour, qui est un véritable criminel, un tricheur. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Comment on appelle M. Bouka et l'ancien président Lenga? Mais ils ont fait de la forfaiture. C'est-à-dire qu'ils ont trafiquer des textes pour arriver à quel résultat? Pour arriver au résultat que voulait Sassou, c'est-à-dire condamner le colonel Nsou. Vous parlez d'Henri Bouka, c'est cela? Celui qui est l'actuel président de la commission électorale. Il fait tout en même temps. C'est un criminel. C'est un criminel. Il est président de la Cour suprême. Il est président de la commission d'élection qui organise toujours la tricherie. Il est tout. Comme j'avais dit, c'est l'un des plus grands tricheurs que Satan n'ait jamais créé. C'est un véritable bandit, ce monsieur-là, un bandit. Vous avez un élément d'appréciation sur cela, sur les tricheries ou les crimes qu'il aurait commis? Oh, mais vous savez, monsieur Perrin, lorsque je parle comme ça, est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un venir reprocher à Maître Ganga qu'il ment dans ce qu'il dit? Vous avez déjà entendu ça? Sassou sait ce que je sais. Sassou ne peut pas parler devant moi. Aucun de ses cadres, d'ailleurs, ne peut parler devant moi parce que je les connais. Donc, essayez de nous donner quand même un élément sur la tricherie organisée par Bouka et... Monsieur Perrin, Monsieur Perrin, je vais vous expliquer quelque chose. Henri Bouka, alors que l'affaire Nsou est finie, totalement finie, totalement. Mais comme ils ne savaient pas quoi dire à Sassou, ils ont dit, mais vraiment, on ne sait pas comment faire. Ce qu'on va faire, on va trafiquer
les textes. Et ils ont trafiqué un texte relatif au pouvoir dans l'intérêt de la loi. Monsieur Bouka, là où la loi, donc le législateur, lui, il n'est pas législateur. Le législateur a mis point. Lui, quand il commence à statuer, vous savez ce qu'il fait? Dans une même phrase, après une virgule, il ne cite pas la loi. Suivez-moi bien, il ne cite pas la loi. Mais il commence quand même, après la virgule, il commence par une lettre majuscule. Alors qu'il ne cite pas la loi. Mais il commence par une lettre majuscule. Et là où la loi se termine par un point, il met la virgule. Il continue. Ça veut dire qu'en réalité, le texte là, c'est son texte à lui. C'est lui. Alors, quand vous avez des magistrats comme ça, dites-moi, comment vous allez les considérer? Mais il fait de la forfaiture. Mais il fait de la forfaiture au profit de qui? Mais au profit de Sassou. Parce qu'il n'a ce poste-là que parce que Sassou l'a désigné. Et on l'a mis là pour ça. Donc vous avez porté plainte contre ces magistrats également. Contre ces magistrats, j'avais commencé, je peux vous donner les noms si vous voulez, M. Perra. Je vous en prie, allez-y. Lassine Nenga, Henri Bouka, Akiera, et Toto et Bakassa, tout ça c'est des magistrats. Hein. Émile Apes, Essa Mingate, Okongakana, Philippe Obara, Jean-François Ndengue. Donc vous voyez que ces gens-là, hein, et dans notre donc tout ce monde-là, si j'ai bien compris, tout ce monde devra répondre devant la justice. Et dans l'affaire de la haute trahison, donc il y a Sassou, il y a Richard Monjo, il y a Guy Blanchard-Okoye. Guy Blanchard-Okoye, chef d'état-major, dont on dit qu'il ne serait sorti de Saint-Cyr, qu'il était intelligent, alors c'est un médiocre officier. Il est sorti de l'école du cirage de leurs chaussures, mais c'est pas l'école de Saint-Cyr, parce qu'on ne peut pas être sorti de Saint-Cyr. Et en effet, ce qu'ils ont fait ce jour-là. Genre, Richard Monjo, par exemple, a fait quoi? Richard Monjo, ben, il est le ministre délégué de la Défense. Donc ces gens-là ne pouvaient pas sortir. L'armée ne pouvait pas sortir sans lui. Il était où, lui? Eh oui. Moigny, le général Moigny de la gendarmerie. Eh oui. Mais eux, ça devait être le corps sur lequel le Congo pouvait compter. Comment ça se fait qu'ils arrêtent la victime et ils laissent courir l'auteur des bombardements chez le colonel Ntsuru? Ça, vous appelez ça général, ça? Monsieur Tikaya, chef d'état-major de l'armée de l'air. Mais lui avait prétendu qu'il n'était pas là. Bon, ça c'est ce qu'il avait dit. Alors je vous donne les noms. Donc vous voyez, Richard Monjo, il est du Nord. Blanchard Okoye, du Nord. Moigny, du Nord. Nyakololo, du Nord. Basile Boka, du Nord. Bouka, commandant du 401 bataillon, du Nord. Monsieur Monzonzo, du Nord. Monsieur Bakoro, du Nord. Monsieur Ngangoy, du Nord. Nyanga Mwala, du Nord. Serge Oba, du Nord. Nguinou, du Nord. Jean-François Ndengue, du Nord. Enfin, Bouiti, à qui on a fait ce que je vous avais dit, que c'était lui qui avait donné l'ordre. Monsieur Kouni, du Nord. Monsieur Ada, du Nord. Monsieur Angouya, du Nord. Et donc, si j'ai bien compris, c'est tout ce monde-là qui est allé s'attaquer, sinon qui est allé attaquer le colonel Marcel Sourou. Exactement. Mais vous savez, lorsqu'ils retirent l'ordre de Sassou, il faudrait que ces officiers-là comprennent que Sassou va les exposer. Parce que lui, il a retiré l'ordre qu'il a donné. Ça veut dire que les Okoye, les consorts, donc c'est eux, tous ceux qui sont partis bombarder Sensou. Et donc, comme les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, eux vont répondre à la place de Sassou. Exactement. Et pour les magistrats, vous savez ce que va dire Sassou pour les magistrats. Mais il va leur dire, mais les magistrats ne répondent que de la loi. Ils sont indépendants et ils ne répondent que de la loi. Moi, je n'ai jamais donné d'instruction. Voilà donc les magistrats du Nord, les officiers du Nord vont se retrouver avec un criminel comme Sassou qui va dire l'ordre, moi, je n'ai jamais donné, d'accord, pour aller attaquer ce trou, je n'ai jamais donné l'ordre. Chez les magistrats, je n'ai jamais donné des instructions. Parce que la loi dit que les magistrats sont indépendants et ils ne répondent que de la loi. Donc, vous voyez, en utilisant sa propre tribu, les gens de sa propre tribu se trouvent désormais devant la justice pour répondre
de ce que Sassou a fait. D'un côté, ils sont contents, c'est notre pouvoir. C'est notre pouvoir, ils sont contents. Mais de l'autre, ils doivent se dire que, mais tiens, mais Sassou nous manipule. Parce qu'à la fin, et moi je vais vous dire, M. Perret, excusez-moi, je vais vous étonner. Si M. Sassou est arrêté et qu'il dit devant la barre du tribunal que mais moi je n'ai jamais donné des instructions aux magistrats, mais moi je serai d'accord avec lui. Parce qu'il va lire la loi, la loi dit les magistrats sont indépendants, ils ne répondent que de la loi. Sassou va dire moi je n'ai jamais donné des instructions. Bon, dites-moi, les magistrats vont dire quoi? Les magistrats du Nord, là, tous du Nord, ils vont dire quoi? Que c'est faux? Alors, maître, c'est la toute dernière question et on va clôturer par là. Est-ce que vous pouvez nous donner les références de vos plaintes? Vous les avez avec vous? Oui, j'ai les références. Hein. Donc, ça avait été déposé à l'Assemblée. Là, je ne sais pas si c'est visible. Mais bon, on pourra scanner le document, oui. Allez-y. Je vais vous scanner le document. Ça avait été fait le 1er avril au Sénat de la présidence République du Congo. Et la deuxième plainte, en fait, les deux plaintes ont été déposées d'abord au Sénat et ensuite à l'Assemblée nationale. Vous voyez? Donc là, vous voyez le carré. Tout à fait, oui, tout à fait. Là, l'Assemblée, il est carré et là, il est rond. Donc, c'est le Sénat. D'accord? Et. Les références de vos plaintes, c'est quoi déjà? Le 1er avril 2015 est 00291. Merci, 00291. maître. Merci, maître Amédée Ganga, à moins que vous ayez une dernière préoccupation, mais sinon, on va mettre terme à notre émission. C'est quoi la préoccupation? Ma seule préoccupation, M. Perrin, c'est pour dire à tous ceux du Nord, tous les cadres du Nord, comment à un certain moment, Sassou va les lâcher. Mais aujourd'hui, ils sont pris au piège parce qu'ils sont dépendants de lui. Et donc, en réalité, Sassou ne les aime pas. Sassou ne les aime pas. Donc, ils doivent faire extrêmement attention avec ce que nous disons. Au départ, ça peut apparaître comme étant des propos assez durs, mais c'est pour qu'ils se rendent compte que M. Sassou, s'agissant des magistrats, il dira que ceux-ci ne dépendent que de la loi, ils ne dépendent que de la loi, pas de M. Sassou. Et les officiers, M. Sassou n'écrit jamais les ordres. Et donc, en ce moment-là, c'est ceux qui ont commis les actes qui vont répondre. Et lui, il va s'en laver les mains. Voilà ce qui est à dire. Monsieur Sassou ne les aime pas, mais il aime l'esclavage dans lequel il les a rendus. Ils doivent faire extrêmement attention. Voilà, je reviendrai peut-être pour la prochaine séance, faire cette démonstration-là, notamment avec les événements de 97, où je ferai la démonstration que monsieur Sassou les a amenés sur un chemin sans issue. Bien, comme vous le constatez tous, nous sommes arrivés donc à la fin de notre émission. Encore merci, maître Amédée Ganga. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et vous serez toujours le bienvenu sur notre plateau. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir une fois de plus consacré votre temps si précieux à nous suivre. Restez toujours branchés sur votre canal d'information TLR TV. Moi, je vous retrouve très prochainement. Merci.